Hey, c'est pas long. Bonjour tout le monde. On est live avec Sylvain Laforêt pour la deuxième fois. Sylvain Laforêt, selon moi, un des plus grands connaisseurs de géopolitique mondiale, je dirais, au monde. Pour moi, c'est au monde. C'est ça, des fois, on a tendance, les Québécois, à se penser petit, puis à se penser, mais tu sais, je veux dire, si tu regardes un gars comme Alexis, puis tu sais, je veux dire, on n'a pas de complexe à avoir avec pas grand monde, là, tu sais. Puis on a peut-être moins de préjugés par rapport à certains sujets, souvent à cause de ça. J'entends pas beaucoup de monde avoir le même discours ou les mêmes analyses. Vraiment pas. Puis je pense pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui, il faut comprendre la géopolitique. Moi, tu es une des personnes que quand j'écoute, d'habitude, je comprends rien. C'est ça. C'est comme, OK. Moi, je parle comme le peuple. Je comprends rien. Non, je comprends rien parce qu'il manque des concepts, il manque des connaissances. Fait que j'essaie de suivre et de te rattraper. Mais Sylvain Laforêt, vraiment, je vous mets au challenge de trouver quelqu'un qui connaît autant. La géopolitique, c'est le pouvoir entre les pays, les forces mondiales, puis tout ça. Richard Martineau, peut-être? Ouais, peut-être, hein? Ouais, je serais curieux. C'est une nouvelle de malade. Excusez-moi. OK. Pour les Français, Richard Martineau, parce qu'il y a beaucoup de Français qui nous suivent. Ben, ils connaissent un peu, en fait. Il s'était fait rabrouiller par l'avocat Jean Vergès, qui était vraiment connu. Et il y en a plusieurs qui l'ont vu, ça. OK. En tout cas, fait que ça, c'est un journaliste montréalais. Puis on a beaucoup de gens de la France, de la Suisse, qui nous suivent. Ah oui, il y en a plein qui... ça, c'est fou. Ça, là, si tu regardes vraiment les bons côtés de ça, c'est qu'on sent comme une espèce d'unicité mondiale. Puis là, c'est beaucoup la francophonie, forcément, parce que c'est les vidéos en français, mais on parle avec des gens de la France, des gens de la Suisse, des gens de la Belgique aussi. Puis, toi, t'en as beaucoup, là. Ouais, non, c'est ça. Puis je me suis fait des amis là-bas. Puis, puis là, moi, si je vais en Europe, là, je me fais payer du vin partout. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai qui me suivent. Je suis surprise. La France. Oui, c'est ça. Ça dépend des plateformes aussi. C'est des gens qu'on n'aurait jamais connus. Vraiment, je comprends rien. Sur YouTube, c'est qui ce monde-là? Je ne connais pas. C'est ça. Puis il y a même un Français, un Belge, 4 cœurs. Non. Je sais qu'il est québécois. On a un format unique aujourd'hui parce que Sylvain est très occupé depuis quelques temps. Il fait beaucoup d'entrevues, différentes entrevues. Là, il m'a dit, on peut-tu faire ça plus original? Puis j'ai fait comme, OK, cool. On fait une vingtaine de questions que tu vas épuiser du public. Fait que j'ai pas été épuiser les questions du public, mais sur une période de 2-3 semaines, j'ai listé une couple de questions. Fait que ça va être plus une question-réponse qu'une genre d'entrevue ou d'une discussion, espérons-le. Puis je les ai écrits, fait que c'est un petit peu différent de ma façon d'habitude. Fait que voyons voir comment ça J'ai hâte de voir parce que là, je sais rien de ça. Oui, j'ai pas soumis les questions. C'est même pas le sujet, là. Mais on va, regarde, on va parler sûrement des affaires. Ouais, allons-y. Fait que parfait. Je vais essayer de mettre mon petit grain de sel là, au lieu d'avoir une question sec. C'est que moi, j'ai toujours cru, pour la première question, j'ai toujours cru que le socialisme était un concept qui ne marchait pas. C'est ça qu'on nous a dit. Que ça marche jamais. Mais je me suis mis à penser... J'ai dit, ça se peut-tu que les forces de l'argent, les banquiers centraux ont simplement fait de la fausse propagande sur cette idée-là qui est supposée être une idée qui nous donne tous une maison, de quoi s'habiller puis de quoi manger. Il me semble que ça devrait être un concept parfait. Est-ce que tu penses que c'est un concept qui est viable ou c'est simplement parce que les banquiers centraux ont fait la promotion que c'était une mauvaise idée? En fait, c'est une super bonne première question. Merci. Mais ce qui arrive souvent, c'est que la plupart du temps, les idéologies ont toujours été utilisées pour manipuler, même les systèmes. Là, tout est arrangé pour qu'on puisse manipuler le gouvernement de toute façon. T'sais. Fait que souvent, que les pays soient dirigés par un dictateur ou un pays socialiste ou un pays communiste ou un pays capitaliste, c'est toute la même affaire dans le fond, c'est que tu as des systèmes qui se ressemblent quand même pas mal. Il y en a qui ont des sociétés d'État, il y en a qui ont une forme de capitalisme. Mais si tu regardes la Chine, c'est presque la même chose que les États-Unis dans son fonctionnement. Là. La seule différence aux États-Unis, c'est que tu vas avoir des élections aux 4 ans. Puis là, tu vas choisir ton dictateur. Mais en Chine, tu ne choisis pas ton dictateur, mais le reste, il y a des sociétés d'État, il y a des... tu vois. Et d'après moi, le problème avec les systèmes socialistes qu'on a vus, la plupart, c'est que c'est pas toujours les bons pans de la société et de l'organisation de la société qui sont socialisés.
Et là, je m'explique, pour moi, c'est certain qu'un vrai socialisme là, fonctionne à partir du moment où toutes tes ressources sont nationalisées. Donc, il n'y a aucune exploitation des ressources de ton pays qui sont faites par des compagnies étrangères. Puis, ces ressources-là servent à financer une monnaie nationale qui n'est donc pas créée par des banquiers privés extérieurs ou des banquiers internationaux, mais donc tu es en charge de tes ressources, tu es en charge de ta monnaie. Ça, donc, c'est du vrai socialisme à partir de là. Et à partir du moment où tu as une banque qui est capable de faire les prêts hypothécaires financés par ça, bien, comme c'est l'avantage du gouvernement que les gens aient de l'argent pour faire rouler l'économie pour le reste. Bien, à ce moment-là, tu peux faire des prêts sans les hypothèques insensées qui fait que tu vas payer ta maison sur trois fois ta maison sur 25 ans. Tu sais. Donc, moi, je pense qu'un vrai socialiste bien organisé, d'ailleurs, je travaille sur un projet là-dessus, que j'appelle du socio-capitalisme, mais c'est un projet qui a des grands pans de socialisme, mais c'est des bonnes choses qui sont mises de ce côté-là. C'est que tu ne peux plus faire de l'argent sur l'argent. Ou même les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, ils vendent un parapluie, puis quand il commence à pleuvoir, ils te l'enlèvent. Fait que, moi, je pense que si toutes les assurances étaient nationales, socialisées, donc, si c'était une seule compagnie d'assurance nationale, ben il y aurait beaucoup moins d'argent qui se perdrait pour un parapluie dont tu auras besoin, ou quand tu vas en avoir besoin, tu ne l'auras plus. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait que je pense que c'est juste d'organiser un vrai bon socialisme, mais tout en gardant l'aspect capitaliste, parce que pour tout ce qui est création des objets de luxe ou les choses que tu n'es pas obligé d'acheter, tout ça, ben, c'est le fun d'avoir l'entreprise libre. Puis, il en faut. Ben oui, puis ça donne l'espoir à plein de monde aussi de dire hey, je vais partir ma business. Ben oui, c'est ça. Contrairement, mettons, à certains régimes communistes qui étaient trop. Oui, c'est ça. C'était un petit peu trop. C'est comme un équilibre très fin qu'il faut. C'est ça. Mais tu sais, le début, je te dirais, de l'Union soviétique, c'était rough un peu. Tu sais, ça a commencé à slacker avec le temps, là, comme la Chine a beaucoup slacké avec le temps. Mais, ils sont essentiellement capitalistes. Oui, mais maintenant, c'est comme un bon modèle. Oui, bien maintenant, c'est vraiment proche de. Puis en plus, ben, ils ont tellement une grosse masse de consommateurs qui font la différence partout dans le monde. 1,1 milliard. C'est une bonne réponse, ça? Très bonne réponse. Yes. J'apprécie. Non, c'est très bon. Toutes tes réponses sont bonnes. Non, inquiète. Pas de savoir. Question numéro 2. Est-ce que nos différences, telles que la couleur de peau, religion, etc., c'est vraiment ce qui nous divise, ou est-ce que c'est réellement les forces, les banquiers centraux, puis leur bébelle de guerre, d'Antifa, qui crée cette division-là par exprès pour nous garder dans la peur? J'en suis persuadé. Moi, je pense que les gouvernements du New World Order fonctionnent tous de la même façon. Et le truc, c'est de toujours diviser les gens le plus possible, mais de les diviser, en fractions. T'sais. Si on regarde le Canada, à un moment donné, le Québec parlait de faire son indépendance, tout ça. Puis le Canada réagissait plus ou moins bien. Mais si tu regardes, mettons, aux États-Unis, Bill Clinton, à l'époque, il disait, ben écoute, nous, on n'aurait pas de problème à fonctionner avec un Québec indépendant, tout ça. Parce que la réalité, c'est que c'était pas une indépendance économique qu'on essayait d'avoir, c'était une indépendance culturelle, je te dirais, essentiellement. Mais donc, pour eux autres, le mouvement indépendantiste, c'était parfait parce que ça divisait le Canada. Non seulement ça, à l'intérieur du Québec, ça divisait les Québécois presque à moitié-moitié, là aussi, là, le mouvement indépendantiste. Et ça mettait d'un côté tout ce qui n'était pas québécois pur laine en plus. Donc, oui, tous les gens qui ne sont pas nés au Québec, mais qui sont maintenant des Québécois, c'est une façon de diviser les peuples. C'est pas pour rien qu'ils ont organisé des grandes migrations à partir de 2014. George Soros? Oui, c'est George Soros encore qui fait ça. Puis, on part exprès. Ben, absolument. Puis, puis, si tu regardes tous les gens qui immigraient à l'époque, c'était tout, ils partaient tous de pays étrangement que l'OTAN est en train de détruire. L'OTAN qui est l'armée des banques. Donc, c'est du monde qui venait de l'Irak, de la Syrie, tout ça. Ça dit que l'homme moi je pense que l'homme est fondamentalement bon. Oui, je suis d'accord.
puis que... Ouais. On se fait manipuler, on se fait brainwash. On est plus facilement contrôlable quand on est divisé. Oui. Je pense des fois, on ne réalise pas qu'on se fait diviser. Oui, puis il faut des idées rassembleuses. Oui, absolument. Avant tout. Mais je pense à un exemple là, de preuve de mauvaise foi. C'était, entre autres, dans la police de Montréal qui ont accepté une femme voilée. OK? La plupart des musulmans étaient même contre ça, eux autres, parce qu'en Algérie, les femmes ne sont pas voilées dans la police. Je pense que c'est de mauvaise foi. Hein? Écoute, je veux dire, c'est clairement pour mettre tout le monde en maudit, parce que déjà, c'est un geste qui est ridicule à la base. Une femme voilée dans la police, c'est ridicule. OK? Puis je suis désolé pour tous les musulmans, puis c'est culturel, mais je veux dire, c'était clairement pour mettre la population en maudit contre ça aussi. Puis pire que ça, il y avait aussi la question du turban avec la GRC. Puis là, tu sais que dans la GRC, les Sikhs ont le droit de porter un turban. Puis la raison qu'ils vont te donner, c'est que c'est religieux. Donc, il faut préserver ça. Ce n'est pas religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Le turban n'a rien à voir dans la religion sikh. C'est pas un dogme du tout. C'est quelque chose qui est juste culturel. Ça fait que viens me dire que c'est pour l'acceptation religieuse que tu acceptes le turban en GRC. Non, pas du tout. Et donc, c'est une façon encore de mettre tout le monde en maudit. Je pense qu'un coup, on est conscient d'une division qu'on fait exprès. Même dans un couple, il faut se concentrer sur les choses qui sont similaires et pas différentes. Ouais. Fait que, pourquoi on ferait ça dans une société de toujours pointer du doigt les choses qui nous séparent? Oui, la seule affaire qui nous sépare, le seul vrai combat, puis j'arrête pas de le répéter, c'est on est 99,99% de la population qui doivent se débarrasser de 0,01% de la population qui engrange 50% du capital. C'est la seule affaire. Puis, dans le 99,99%, on est tous là avec des turbans, avec des voiles, pas de voiles, tu sais, on est tous là-dedans. Je comprends. Est-ce que tous les grands artistes sont des propagandistes? Les grands artistes sont des propagandistes? Non, non. Ça, non. J'en connais. Écoute, les artistes ont peur en ce moment. OK? Je veux dire, il y a peur de parler. Ils ont peur de parler, c'est clair. Ils ont peur de prendre position. Mais il y a beaucoup d'artistes que je connais parce que, comme je suis réalisateur, je travaille entre autres avec des comédiens et tout ça. Et je sais qu'il y en a qui sont en beau fusil. Ils disent rien. Ils disent rien parce qu'ils ont peur. Parce que. Mais tous les arts, le théâtre, c'est de la subvention. Non, mais c'est de la subvention. Ils fonctionnent toute sa subvention. Ben oui. Et le cinéma, c'est de la subvention. Ça fait que les acteurs ont toute peur parce que. Tu sais, même David Lahaye, dans le fond, David, lui, s'est affiché. Lucie Laurier aussi. Mais ils ont, particulièrement David, parce qu'il était en tournage en ce moment, mais il a dû se calmer un peu. Alors que Lucie, elle, s'est fait domper par son agence. Oui, mais quand même. C'est un gros prix à payer. C'est comme symbolique un peu. Parce que... Ben, il n'a pas été capable de travailler. Mais on va avoir notre agence. Ouais. Mais il y en a qui sont des sales propagandistes. Si tu regardes Guillaume Lepage, Simon-Olivier Fecteau, c'est payé directement par Radio-Canada, Rachid Badouri. Écoute, Rachid Badouri, moi... Céline Dion maintenant? Oui, Céline Dion, mais mon vœu pour Rachid et toute cette gang-là, ça serait qu'il ne vende plus jamais une astuce de billet. J'aimerais tellement qu'il paye, lui, enfin, le gros prix pour ce qu'il fait aux autres, au reste de la population, parce que c'est de la propagande qu'il fait. Puis non seulement ça, mais de la propagande haineuse. Alors que... De notre côté, il n'y a personne d'haineux. Il n'y a personne d'haineux. D'ailleurs, moi, c'est vraiment mon but de rassembler les gens plutôt que de les diviser. Ben oui. C'est très important. Mais les manifestations, je veux dire, j'ai jamais vu deux personnes s'engueuler dans une manifestation. Tout le monde est là pour se faire des câlins, se parler, mais surtout d'être avec plein de monde normal, plein de monde qui ne font pas semblant que le rhume de l'année, c'est la peste bubonique. Ça fait du bien. Ici, j'ai écrit « Follow the money ». Yes. Tu as écrit des livres qui réécrivent les événements en suivant l'argent. Ouais. Pourquoi les gens ne réalisent pas que c'est réellement l'argent qui a contrôlé toute notre histoire et qu'elle doit être réécrite? Ah oui, mais là, je veux dire, le seul pouvoir qui existe, tant qu'à moi, c'est ceux qui détiennent la création monétaire. Parce qu'à partir du moment où toi, tu peux créer de l'argent,
je veux dire, tu as tout l'argent du monde, donc tu peux contrôler tout ce que tu veux. Et c'est ça le New World Order. C'est une poignée de banquiers, quelques centaines tout au plus, qui contrôlent la planète à partir de la création monétaire. Puis c'est tellement vrai que souvent on va dire ah, le pape fait ci ou ah, la reine fait ça, tout ça. Ces gens-là n'ont pas de pouvoir. C'est la reine, le pape, c'est des. En fait, la religion et la monarchie, c'est des instruments de contrôle de la population, comme les médias peuvent l'être, mettons. Et donc, le pape n'a aucune importance, la reine n'a aucune importance. Tu sais, oui, ils font partie de cette gang-là parce qu'ils travaillent dans les hautes instances avec ça, mais c'est pas eux autres qui prennent les décisions, tu sais. Mais ce qui est très drôle, il y a une photo que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur Internet, et il y avait une rencontre entre le pape et Jacob Rothschild et David Rockefeller. Le pape embrassait la main des deux. Ça en dit long, hein? Ça en dit vraiment long, là. Puis les deux autres, on parle à peu près des deux tops là, qui ont une création monétaire. Tu sais, on dit souvent que Jeff Bezos, c'est l'homme le plus riche au monde, ou Bill Gates. Mais c'est parce qu'on n'a jamais répertorié les Rothschild ou les Rockefeller, parce que les autres sont 100 fois plus riches. Moi, je dis aux gens, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui contrôlent le monde, pas les Bill Gates, oubliez ça. Non. Est-ce que les pouvoirs de l'argent sont rendus la nouvelle religion? Ils sont en train de rentrer dans nos maisons, nous dire quoi faire dans le lit. Est-ce qu'ils essaient de devenir le nouveau curé? Ils contrôlent tout. En fait, ils ont fait une toile d'araignée sur la planète. Parce que, tu sais, ils ont créé des organismes mondialistes comme, mettons, l'OMS, c'est un bon exemple. L'OMS et l'OTAN, c'est la même chose. Donc, l'OTAN, c'est l'armée des banquiers. C'est elle qui va aller attaquer tous les pays qui ne veulent pas se conformer. Là, tous les, mais après ça, l'OMS, c'est la dictature médicale. Là. Et à partir de l'OMS, comment ça fonctionne? C'est qu'eux autres décident des affaires, mais selon les ententes, ben, la Santé publique Canada doit suivre l'OMS. Et après ça, donc, le Collège des médecins doit suivre la santé publique. C'est tentaculaire. C'est la ligne d'autorité. C'est ça. Et la décision vient de là. Les Nations Unies sont corrompues aussi. Hein? Corrompues à l'os. À l'os. Oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que Poutine, il comprend ce système-là, il voudrait que ça meure, tout ça. Mais Poutine veut tout le temps tout faire dans les règles de l'art. Donc, il fonctionne avec l'ONU au maximum, tout ça. Mais c'est certain que si lui avait la manette pour mettre la fin sur l'ONU et en créer une autre, mais une vraie, à ce moment-là, parce que l'ONU, au fond, c'est l'instrument des mondialistes pour contrôler tout le reste. Ouais, je comprends. Avec tout, la déclassification des documents, excuse, t'es en train de mourir? Des documents de la CIA. Ouais. Est-ce que l'énergie libre existe? La anti-gravity existe ou les ovnis existent. T'es en train de tomber complotiste, là. Je suis juste curieux de savoir qu'est-ce que t'en penses. OK, ben c'est tous des sujets différents. Je pense que l'énergie libre, je pense que oui. En fait, Tesla avait démontré qu'on pouvait récupérer l'énergie statique qu'il y avait dans l'air, dans le fond. Donc, et on sait qu'il y a de l'énergie statique dans l'air. On enlève notre chandail avec des trucs statiques dans le noir, puis on fait des étincelles. Donc, c'est clair. C'est clair que aussi, si on est capable de récupérer cette énergie-là, on va probablement sauver un gros paquet d'affaires, un gros paquet d'argent. Mais par contre, comme ça ne pourrait pas profiter au gouvernement, ben, c'est ça. Donc, et je pense qu'effectivement, on va sûrement aller vers des énergies plus libres. Mais je pense pas que ça soit toujours complètement libre. Il faut aller les chercher. Ça prend quelque chose de plus avancé. C'est pas gratuit. Là. Tu crois-tu en l'antigravité? L'antigravité, là, je sais pas à quoi tu fais référence. Ben, l'antigravité, j'ai vu souvent des reportages qui disaient que l'antigravity, ça existe, comme on peut faire flotter des choses, que c'est un secret d'État, puis qu'ils sont capables, non? La pesanteur, oui, là, je l'ai déjà expérimenté, 30 secondes de pesanteur, donc, tu sais, c'est possible d'expérimenter ça même dans un Cessna, un petit avion. Mais l'antigravité, non. Je pense pas qu'on peut défier. Mais les ovnis, non plus. Zéro. Puis là, c'est même zéro, puis je vais te l'expliquer pourquoi. J'avais fait un reportage pour les débrouillards à l'Observatoire du Mont Mégantic. Et je parlais avec l'astronome en chef, puis j'ai demandé, je dis,
les ovnis, tu as déjà vu quelque chose? Tu sais, il dit non. Puis il dit, je pense pas qu'on va avoir mon ami. Puis là, j'ai demandé pourquoi. Et, tu sais, parce que moi, je suis pas scientifique. J'ai échoué chimie, c'est mon ensemble. C'est bon. Mais donc, je me fie à ce qu'il me dit. Ouais. Mais l'explication qu'il m'a donnée faisait beaucoup de sens. Je pense que c'est depuis 1950 que on envoie, la NASA principalement, envoie des ondes sonores, des messages codés. Ça a l'air qu'il est sous plusieurs formes, ce message-là. Puis ça fait depuis 1950, donc on parle de 70 ans. T'imagines-tu la distance que ça franchit en 70 ans, des ondes sonores dans le vide de l'espace? Il n'y a jamais eu de réponse. Edward Snowden a dit la même chose. Il avait accès à tous les... Il a travaillé avec le CIA et la NSA. Oui. Et il a dit, s'il y avait des ovnis, j'aurais accès à tous les dossiers. Et écoutez Edward Snowden, ceux qui n'ont pas écouté ça. Oui, mais c'est ça. Donc, ce qui est sûr, moi, je pense qu'à l'immensité de l'univers, je pense qu'il y a sûrement de la vie quelque part. Mais je pense qu'elle est trop loin qu'on se voit jamais. Elle n'est pas dans notre densité. Elle n'est pas atteignable. Je veux dire, ça prendrait 1000 ans pour y aller, probablement. On n'est juste pas là. Non, c'est ça. C'est ça. Le frère à Donald Trump est décédé. Il s'occupait de sa campagne. Robert, On n'a pas entendu parler. Est-ce que tu trouves que Trump est en danger? Non. Ça, je l'ai. Ben, écoute, oui, non, ça dépend. Trump est en lutte contre deux entités différentes. OK? Il y en a une qui est le Deep State américain, puis il y en a une, c'est le New World Order, et c'est donc transnational, ça. Je pense que le Deep State américain fera jamais. Et là, on parle de la CIA, on parle du FBI, tout ça. On parle de ceux qui commettent les assassinats. Absolument. C'est ça. John F. K. en passant. Oui, c'est ça. JFK, c'était la CIA. Tu sais. Mais donc, eux n'ont pas intérêt à tuer Trump. Pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu Trump, c'est sûr qu'il se ramasse avec une guerre civile sur les bras. J'ai vu un sondage de AOL pour les élections. C'était un vrai sondage qui était au public à large. C'était pas un sondage de Dan Pilon avec des complotistes. Mais il y a eu 250 000 répondants. Et c'était 86% pour Trump, 14% pour Biden. Donc, on s'entend que les États-Unis veulent avoir Trump. Donc, si Trump est assassiné, avec tout ce qu'on sait sur JFK, c'est le bordel fini. Là. C'est donc, les gens ne disent pas, hein? Comme les masques, ils ont peur de qu'est-ce qu'ils vont avoir sur les autres. C'est pour ça que les gens se taisent. Et partout. Mets-le dans un cubicule, là, il va. Et Trump, et contre le masque. C'est ça, oui, c'est ça. Mais oui, ça, c'est clair. Mais donc, je pense pas qu'un assassinat, c'est à l'avantage du Deep State parce qu'il se ferait tout ramasser par la population américaine qui a 380 millions d'armes entre les mains. Donc, dans les maisons. Par contre, ce que je te disais, c'est qu'il y a aussi le New World Order qui voudrait peut-être tuer Trump. Et eux autres, s'en foutent une guerre. S'en foutent des États-Unis. Oui. Le danger est là. Le danger est là. La beauté de la chose, c'est que pour eux autres, c'est quand même plus compliqué de faire quelque chose. Parce que c'est pas la CIA, ils ne sont pas à l'intérieur. Je vais citer un de tes posts, parce que tu en parles. Le premier grand empire, c'était l'Empire britannique. On a eu l'Empire des États-Unis. Est-ce que, et toi, j'ai lu ton post, et le troisième empire, ce serait l'Empire chinois, où est-ce que les forces de l'argent, les banquiers centraux, ils font comme, on prend toutes nos affaires, puis on les amène en Chine, et ça va être le prochain empire qui va dominer le monde. C'est eux qui sont en train de faire ça. D'ailleurs, le virus serait le résultat de ça. Ben, en fait, c'est les Deep State et américains et chinois, et c'est ceux qui travaillent pour les banques internationales. Clairement, il y a une volonté. Les Rothschild ont vendu à peu près toutes leurs affaires en Europe, sont à peu près toutes rendues en Chine, Hong Kong, toutes ces places-là. Et donc, puis si tu regardes aussi, il y a des grosses compagnies qui viennent de sortir de la bourse. La plupart du monde ne le savent pas, mais Exxon est sorti de la bourse. Ils sortent de la bourse. Ils redeviennent privés. Mais d'après moi, là, ils vont aller se coller sur la bourse de Hong Kong, sur pas long. Et Pfizer est sorti de la bourse. Ils vont sur la bourse là-bas. D'après moi, ça va se ramasser là-bas. Ça fait qu'il y avait Exxon, Pfizer, puis il y avait Raytheon, qui est une des plus grosses industries militaires américaines, qui est sortie de la bourse aussi cette semaine. Oui, mais c'est eux autres qui fabriquent le missile cruise Tomahawk, ces affaires-là. Et sortie de la bourse, c'est quand même des très très grosses nouvelles
Puis c'est sûr que c'est des compagnies qui ont beaucoup de dettes, mais Pfizer, pas tant. Là. Pfizer, c'est pharmaceutique, donc ils font pas mal d'argent. Mais oui, ils essayent de recréer la troisième partie du World Order. Tu sais, mettons qu'on a eu l'Empire colonial britannique, on a eu l'Empire américain, là on aurait l'Empire oriental. C'est ce qu'ils essayent de faire. Par contre, moi je pense qu'on va avoir le Free Human World Order. Je pense qu'on va arriver à convaincre ça. Ouais, j'espère. Ouais. Ben, je veux dire, on a quand même les deux plus grandes puissances militaires qui essayent de briser ce système-là, qui sont la Russie et les États-Unis, là, avec Trump et Poutine. Donc, d'après moi, on va pouvoir parler au passé du World Order bientôt. Et dans notre vie. Là. Trump est toujours 5 pas d'avance. Ils disent qu'il y a un QI de 151. Ouais. Ouais, quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a une boule de cristal? Il y en a qui ont appelé ça Project Looking Glass. Est-ce que tu connais quelque chose là-dessus? Non. Mais oui, il y a beaucoup de coups d'avance. Mais pas toujours. Tu sais, Q, ce qu'il aime dire souvent, c'est trust the plan. Tu sais? Mais je pense pas que tout ce qui se passe là, c'est le plan. Okay? Je pense qu'il est en réaction. Moi, je pense qu'il improvise des fois. Oui. Et je pense qu'il n'est pas au courant de la prochaine calamité qui va tomber dessus. C'est certain que ses conseillers vont lui dire il y a ça qui pourrait arriver, il y a ça qui pourrait arriver, il y a ça. T'sais. Et donc, il élabore des scénarios pour contrer toute la patente. Là. Mais là où il est incroyable, c'est à partir du moment où il y a une calamité qui commence à se pointer. Là, c'est quand il se met en action sur comment il va détruire cette planète. Et là, c'est là où il y a de l'avance sur les autres. Eux autres sont encore en train de se taper même de la pandémie, tout ça. Puis lui est en train de s'occuper de la détruire à coup de hache. Là, un coup de hache par coup de hache. Là. Et il est incroyablement brillant. Tu sais, moi, je pensais que Poutine, c'était un génie. Puis que Trump était comme quelqu'un que Poutine conseillait. Mais je regarde Trump, là, puis il est aussi brillant que à mes amis, c'est pas parce que quelqu'un agit en con qui est con. Ah ben, c'est son brillant. D'habitude, s'il agit en con, puis il est rendu à ce qu'il est rendu, il y a peut-être des chances que. Ouais. Parce qu'il fait un peu par exprès. Oui. Ben lui, c'est clair, là. Je veux dire, c'est clair qu'il joue au con. Puis, il joue moins au con. Je sais pas si tu as remarqué, là. Dernièrement, là, il commence à non seulement être sérieux, mais il commence à être arrogant, baveux avec tout ce monde-là. Et donc, moi, ça me parle, quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui traite de morons. Les morons, fait tellement bien. Tu sais, je veux dire, j'ai entendu une conférence de presse dimanche, avant-hier. Et dans la conférence de presse, il parlait de Joe Biden. Puis là, il disait, Joe Biden, he's so stupid. Puis là, il regardait, we all know it. Je veux dire, c'est quelque chose, là. Puis, mais il a raison. Biden est stupide, puis il est corrompu à l'os. Moi, je définis un peu les gens maintenant comme Star Wars. Sont-ils du bon côté de la force ou non? Oui, c'est ça. Moi, j'adore ça. Ouais. Parce que là, on écoute Trump. Ouais. Oui, des fois, il agit en colon. Oui. On le voit. Il est colon. Oui. Mais quand on écoute parler, moi, je trouve qu'il est du bon côté de la force. Oui. On le sent. Ouais. Puis c'est tous nous qui travaillons à parler, on est du bon côté de la force. Pas le gouvernement. Non, c'est clair que non. Mais Trump, c'est Han Solo, Poutine, c'est Luke Skywalker, puis Darth Vader, ben, c'est les banquiers. Non, c'est vrai, est-ce que... Ah oui. Est-ce que la Palestine, puis l'Israël, puis ça... C'est-tu quelque chose qui a été inventé par les banquiers pour élargir leur dominance là où il y a le plus de pétrole? Oui. En fait, la réponse short, c'est oui. Tu regardes, là, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup allumé là-dessus, puis sérieusement, là, je ne vais pas me vanter, là, mais j'ai comme l'impression d'avoir été le premier à faire le lien entre la création d'Israël et le pétrole. Je ne l'ai pas lu nulle part, là. Mais j'en ai déduit parce que si tu regardes là, la fin du 19e siècle, le moteur à combustion est arrivé, donc il était pour remplacer éventuellement les machines à vapeur, tout ça.
Puis il y avait Rockefeller, qui lui était ultra riche avec le Standard Oil, John D. Rockefeller, parce qu'au 19e siècle, il y avait le monopole complet sur le pétrole aux États-Unis. Il est arrivé à avoir tout le monopole. Et donc, pour les banques internationales, quand on a commencé à construire des autos puis des avions, les Rothschild se sont rendus compte qu'ils étaient pour perdre beaucoup de leurs plumes parce que les Américains, eux autres, avaient à la fois l'argent, mais avaient aussi le pétrole. Et comme les Rothschild ont toujours été en lutte pour essayer de s'infiltrer aux États-Unis, en lutte avec des banquiers américains, bien, les Rothschild se sont dit il faut qu'on ait nous aussi du pétrole parce que toutes les économies vont rouler là-dessus bientôt, à cause des avions et des autos. Donc, en 1897, Theodore Herzl a lancé un congrès du sionisme qui était vraiment pour lancer l'idée d'une création israélienne. Ouais. Ils ont créé ça pour. Puis ils créent le conflit, la division. Oui. Dans Jérusalem, il y a les 3 lettres USA en passant. Ah oui, ça, je sais pas. J'ai remarqué. Puis, fait qu'il aurait comme créé ça, un conflit qui dure, qui tue du monde, un combat perpétuel qui finit jamais, toujours alimenté. Puis le Moyen-Orient, c'est tout le temps... Moi, je regarde ça, j'ai l'impression que le Moyen-Orient, c'est tout l'Occident qui travaille pour déplacer 2-3 affaires, créer des guerres civiles, à toutes les fois. Oui. C'est Israël qui comme flagrant quand on le voit. Il y a toujours quelque chose d'étrange qui arrive. Ben, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, là, tu sais, parce que longtemps, je te dirais que la déduction que la création d'Israël était liée au pétrole, ça peut être compliqué à comprendre pendant longtemps. Mais en 1982, pour moi, il y a eu la confirmation de ça. En 1982, il y a un document qui s'appelle The Greater Plan of Israel. The Plan for Greater Israel, c'est ça. Et c'était écrit par un Israélien, Oded Yenon. Et c'est un plan qui est extrêmement détaillé. C'est un fascicule, là, en fait, qui démontre toutes les étapes pour disloquer la Syrie, disloquer l'Irak, aller chercher le Golan, aller chercher le Sinaï en Égypte. Et si tu regardes la map au complet là, de ce que Israël voulait aller chercher c'était le plan. Là. Puis il y avait une partie de l'Arabie Saoudite et le Koweït aussi. Tu sais. Puis si tu regardes la map, là, tu te rends compte qu'à peu près tout le pétrole de la région est à l'intérieur de la map qu'Israël voulait créer. Ça fait que pour moi, puis ça c'est un document qui a été corroboré par le gouvernement israélien. De là, l'argent qui est réécrit comme ton deuxième livre, l'histoire. C'est ça. C'est comme si toute l'histoire devait être repensée avec les Rockefeller, les Rothschild, les Roosevelt et certaines autres familles pour comprendre qu'est-ce que l'argent du monde qui sont derrière les rideaux, qu'est-ce qu'ils voulaient réellement accomplir. Non, mais c'est clair que c'est... T'es le seul en date, moi, que je connais, qui pense avec ce frame-là. Oui, tout le temps. C'est qu'il faut tout le temps avoir une optique économique sur tous les événements. À qui ça profite. Et puis pourtant, c'est ça. C'est logique. À qui profite? Follow the money! Ben oui, c'est ça. Y a-t-il des technologies cachées en Antarctique? Oh my God, non. Beaucoup de politiciens américains se sont rendus. Je sais pas. Apparemment, quand tu sautes de la glace. C'est drôle. Mais Sylvain fait des documentaires. Tu m'as demandé pourquoi il connaît autant de choses. Il travaille là-dessus. Là, je dis, ça, cette question-là. Moi, je me suis posé la question. Ça se peut. En dessous de la glace, apparemment, qu'il y a des technologies d'anciennes civilisations. Je l'ai là. D'ailleurs, il y a une couple de présidents américains qui sont rendus. Ah, ça se peut. Ils sont encore gelés avec Walt Disney. Hein, J'aurais espéré que tu m'éclaires là-dessus. Ben non, en fait, je pourrais pas. Moi, là, c'est tout le temps la même affaire. J'ai eu un débat avec un Français sur Donald Trump. Il n'y a pas longtemps. Puis, et là, on a parlé de paquet d'affaires à travers ça, mais il me parlait, entre autres, des exploitations minières sur la Lune, puis sur d'autres planètes et tout ça, tu sais. Puis, sincèrement, là,
J'ai bien de la misère à y croire. Il dit non, c'est documenté. Qui vont exploiter les stéroïdes, ça. On a du fer ici. Ouais. On a du titane. Ouais. On manque de rien. Là. Fait que pourquoi on paierait des milliards pour aller chercher 50 tonnes de grenaille? Ouais, puis c'est leur descendre aussi. C'est ça. Et donc, pour moi, d'aller faire des affaires sur la glace en Antarctique, c'est un peu la même affaire. Je veux dire, c'est comme, pourquoi c'est compliqué à vivre? Je veux dire, il y a plein de terre ferme. Moi, je connais des entrepreneurs que je suis. Mais ça se peut. Que leur mission depuis de nombreuses années, c'est d'aller miner des astéroïdes. Ah, mais oui, ben là. Avec des petits. Bref. Oui, mais tu sais, en même temps, on est supposé ne pas être capable de sortir de la ceinture de radiation. Ça fait que, je veux dire, il faut être logique à un moment donné, là, on est capable de sortir ou pas. Puis, est-ce qu'on peut vraiment nous cacher qu'il y a plein de missions qui vont sur la Lune pour aller chercher du minerai? Est-ce que tu crois qu'on a été sur la Lune ou que c'était un hoax? C'est une des affaires que je sais pas. Ça, je sais pas, moi. En fait, si ça me gosse. Oui, moi aussi, ça me gosse. Je vais t'expliquer pourquoi je sais pas. Parce que ça m'intrigue beaucoup. J'ai fait des recherches. Clairement, il y a des preuves qui tendent à faire croire que l'homme ne serait jamais allé sur la Lune. Ouais. OK, il y a plein d'affaires. Ouais. Il y a des photos avec des réflexions. Des caméras, on voit des caméras. C'est ça. Puis il y a plein de monde qui fouille là-dedans. Puis il y avait du vent, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, il y avait pas supposé avoir du vent. Il n'y a pas de vent. C'est ça. Et des fois, il y a même comme des lueurs bizarres dans ce qui est supposé d'être l'espace. Tu sais. Et donc, il y a plein de monde qui cherche ces affaires-là. Là où je m'interroge vraiment, c'est. Ah, puis non seulement ça, mais tu as plein de quotes d'anciens astronautes qui disent des affaires un peu douteuses. C'est Buzz Aldrin qui dit à un jeune well, why we're not going back? Because we've never been there. Tu sais, il dit ça à un jeune. On peut le voir sur un clip sur YouTube. Puis, je pense que le Buzz Aldrin n'est pas loin de 90 ans. Peut-être qu'il était sénile ou il avait fait un joint, on sait pas. Mais voici mon questionnement. C'est que dans les années 60 particulièrement, la CIA voulait créer les théories de la conspiration. Et pour ridiculiser les théories de la conspiration, tu crées toutes sortes d'affaires autour de Roswell, les UFO, justement, les échos volantes. Bigfoot, tu essaies de monter ça, tu fais des faux documentaires sur Bigfoot. Puis après ça, tu mets tout ça dans le même sac. Pour mélanger les gens, puis ils complotistes, puis ils n'ont rien compris, ils sont juste fous. C'est ça. Et connaissant la CIA, qui est très très poussée dans ses opérations psychologiques, je me demande si toutes ces photos-là avec des réflexions de ces affaires-là n'auraient pas été fabriquées plutôt par la CIA pour ridiculiser les gens. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est que le faux fake moon landing aurait été créé par la CIA. Un complot dans un complot. Oui, c'est ça. Une position contrôlée. C'est ça. Oui, non, absolument. Puis tu sais, comme la Terre plate, moi, je pense sincèrement qu'il n'y a personne qui a mettons, une grosse réflexion sur la vie qui peut croire à la Terre plate. Là, je veux dire, j'ai regardé le système solaire. Moi, l'image que j'aime le mieux, c'est, tu vois, le système solaire, c'est toutes des planètes rondes. On voit, là, tu as une pizza dedans. Oui, c'est ça. Mais la Terre plate, d'après moi, c'est la Flat Earth Society. D'après moi, ça a été créé par la CIA. Ça me sert. Psychological Operation. Moi, j'ai pensé à la même chose. Ben oui. Je l'ai dit, il y a 3-4 mois. C'est juste pour discréditer des gens. Absolument. Puis là, t'en as aussi qui commencent à y croire. Moi, je l'ai entendu parler 7-8 fois, 10 fois. Ouais. Bref. Es-tu un gars spirituel? Zéro. Batte de baseball. Ouais. C'est correct. Non. Tu connais-tu la Galactic Federation? Non. C'est quoi? Prochaine question. Non, mais le spirituel, tu ne l'as pas élaboré? Écoute, je la pose parce que je ne connais pas grand-chose. Pour ceux qui sont spirituels, apparemment que la Galactic Federation serait des groupes d'entités spirituelles qui seraient présents au moment de cette grande traversée de l'humanité pour aider les humains à passer à travers de ces moments qui sont ultra difficiles. Je comprends. Ben, je pense que premièrement, Dieu a été créé par l'homme. Je pense que la religion a été créée par l'homme. En fait, il y en a qui disent Dieu et la religion, c'est pas la même chose. Moi, je suis à peu près persuadé que les deux ont été créés en même temps pour manipuler la population. Parce que si moi, je suis le chef d'un village, Cro-Magnon, et je dis, je veux pas que vous mangiez mes cuisses de bœuf, tu sais, bon, on va faire fuck you, j'allais manger tes cuisses de bœuf, moi, tu sais. Mais
Si le chef du village il dit, monsieur le curé ici, il va vous dire pourquoi il ne faut pas manger le bœuf. Puis là, lui, il dit, parce que si vous mangez le bœuf, premièrement, Dieu est partout. Il va voir ce que vous faites. Et vous allez, non pas aller au paradis, mais vous allez tous vous retrouver en enfer à brûler pour toujours. Donc, c'est une façon de contrôler les gens. La religion sert à ça. Si tu me permets, parce que je voulais vraiment aller avec cette question, mais je pense qu'on est en train d'apprendre que nous ne devons pas céder notre autorité dans cette traversée de l'humanité à personne ni à aucune idée, Dieu, autorité gouvernementale. C'est ça qu'on est en train de faire. Puis pendant des années, on donne notre autorité à du monde. Puis on va aller jusqu'au bout de cette autorité-là, de toutes les façons possibles et impossibles, incluant la religion. Tous les secrets vont sortir, et ça grâce à l'Internet en grosse partie. Laisse-moi juste finir une affaire. Vas-y. Parce que je sais que de dire que j'ai pas de spiritualité, ça peut décevoir du monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont spirituels. Mais je veux juste temporiser. Moi, je pense que la question de la spiritualité, c'est si c'est un besoin ou pas. Et jamais je vais discréditer les gens qui ont une spiritualité ou qui en ont besoin, ou peu importe. Là, et c'est parfait pour ça. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un de terre à terre. C'est quasiment plate à quel point je suis terre à terre. Mais c'est ça, tu sais, je crois à rien de métaphysique à peu près. C'est bon. Non, j'apprécie. Non, mais... je pense que tu lis un peu plus que tu penses. Mais non, mais dans le sens que j'ai l'impression que tu appliques les règles d'harmonie, de tout ça. Je te feel comme très ouvert. Oui, mais ça, c'est humain. Si je t'en parlais, mais c'est humain. Je pourrais te convaincre. non, mais c'est une qualité humaine. La religion, d'ailleurs, elle dit oui, mais tu sais, même si tu ne crois pas à la religion, tu peux quand même avouer que la religion a des belles valeurs. Mais pour moi, la religion a pris des valeurs humaines, c'est tout. Elle s'est les a appropriées. Puis ces valeurs-là, tu peux les avoir sans avoir la religion. Intéressant. C'est ça, je pense. Cool. Ça, je suis fin quand même. Est-ce qu'il existe des cultes sataniques, des élites? Et si oui, pourquoi? C'est sûr qu'il y en a, là, je veux dire. Il y a anguille sous roche, là, clairement. Là, je veux dire, il y a beaucoup de symbolique de satanisme, tout ça. Je pense par contre qu'on a tendance à les lier à l'élite un petit peu trop vite. Ouais. Je pense que l'élite comme telle, là, quand on parle d'élite, on parle, mettons, des Rothschilds. OK? Je pense pas que les Rothschilds soient des sataniques. C'est pas impossible. Mais je pense pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Justement, ces gens-là utilisent la religion comme outil de manipulation depuis des siècles. OK? Pas ceux qui sont vivants aujourd'hui, mais leur famille. T'sais. Et donc, pour eux, les croyances, c'est un outil de manipulation. Comment tu peux être croyant toi-même en quelque chose si tu sais que la croyance sert à manipuler le monde? Intéressant. Et donc, ben c'est ça. Et donc, pour les gens qui utilisent les croyances comme ça pour manipuler le monde, moi, même Satan, là, c'est une croyance aussi. Je veux dire, c'est la même affaire. C'est Jésus avec une queue de diable. Là, et donc, c'est pour ça que j'ai comme pas l'impression que c'est des gens qui croient beaucoup en quelque chose d'autre que l'argent, puis le sionisme, puis des idéologies. Tu sais. Parfait. J'apprécie la réponse. Ah oui. C'est ça. Pourquoi le domaine médical est-il idéal pour le complot, mais en particulier les vaccins? Pourquoi c'est un outil parfait? Pourquoi ça? C'est vraiment une bonne question, mais j'ai vraiment une bonne réponse à ça. Ils ont la chasse gardée sur quelque chose que nous, on n'a pas. Les connaissances médicales. Et donc, ils peuvent faire n'importe quoi et nous, on ne peut pas les contredire. Okay? Qu'est-ce qu'il y a dans le liquide? Le test, c'est le meilleur exemple. Okay? Je veux dire, on me fait subir un test de corona. Okay? Je sais très bien que ça va être de la bullshit, le test, on ne peut pas se fier. Même l'inventeur du test PCR dit ça ne peut pas servir à tester. Les docteurs n'ont pas le droit de faire le test sous microscope dans leur bureau. En plus, tu sais. Puis il faut juste qu'ils acceptent les tests qui viennent. Oui, les tests officiels. Parce que c'est eux qui contrôlent la méthodologie. Qui est un test qui, finalement, c'est même pas un test, mais c'est quelque chose qui détermine, je pense, la charge virale dans tes affaires. Bullshit. Puis oui, c'est de la bullshit. Donc, c'est quasiment aléatoire. Puis, en Floride, ça a l'air qu'ils ont envoyé des tests dans des laboratoires, des tests qui n'avaient touché à rien, là, et la moitié était positive. Ça fait que, mais donc, moi, là, si je me fais tester, puis on me dit, je suis positif, c'est quoi mon recours?
Rien. C'est pas toi qui es médecin. Es-tu médecin, toi? C'est ça qu'on va te répondre, là. Non, c'est parce que je sais que je n'ai pas ton corona. Puis parce que je sais que le corona, c'est un rhume, tu sais, puis j'ai pas le rhume. Là. Et donc, mais on n'a aucun recours contre ça. Donc, c'est une mafia, là. Je pense que la meilleure pour ça, c'est Ghislaine. Ghislaine Langto. Guylaine Langto. Madame Bliss, tout ça. Puis, écoutez, son entrevue avec Amélie Paul. Oui. J'ai adoré. Oui, puis elle est brillante, puis tout ça, mais puis elle a tellement raison, c'est une mafia au complet. Elle a décrit la mafia médicale. Oui, puis les médecins, là, je veux dire, ça fait des années que il y en a des bons, là, mais il y en a une méchante gang qui sont là pour avoir leur cote sur la prescription des pilules. Puis, et donc, il y a quelque chose de tellement corrompu dans ce système-là. Oui, il y a plein de bons médecins. Malheureusement, ces bons médecins-là payent pour leurs collègues qui sont complètement corrompus dans ce système. Il faut que ça arrête. Il y a des bonnes intentions, tu sais. C'est pas voir un médecin, c'est des bonnes intentions, mais des fois, c'est le système qui gère, qui est mal fait. Ouais. Puis, quand ils doivent payer leur maison, ils doivent payer, c'est le char avant souvent la conscience de ce qui arrive. Puis, on préserve notre emploi. On préserve notre maison, on préserve tout. C'est sûr. On est rendu là. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'ils pourraient s'en tirer avec le salaire de 250 000, pas obligé d'avoir 650. Des cotes, là, tu sais. On s'entend. Je comprends. Parfait. Pourquoi les sociétés secrètes sont si importantes dans notre société, en particulier les francs-maçons? Est-ce que. Je sais que tu en parles beaucoup, tu connais beaucoup ça? Oui. Oui, il y en a qui connaissent plus ça que moi. Parce que moi, je trouve que les francs-maçons, en fait, ont eu une importance capitale au début. Tout le 19e siècle, en fait. Et puis la fin du 18e, là, la guerre d'indépendance américaine, ça a été mené par la franc-maçonnerie. C'est clairement ça. Et le fait que les Rothschilds ont réussi à implanter pour la première fois leurs pieds dans la First Bank of the United States, c'était grâce au fait que le président était un franc-maçon et que le secrétaire de la trésorerie, Alexander Hamilton, était un franc-maçon. Donc, les francs-maçons ont une importance capitale, puis on peut se reporter aussi à la guerre civile. La guerre civile américaine, c'est aussi un franc-maçon, Albert Pike, qui a complètement créé l'idéologie opposée pour les confédérés contre le Nord. Ça a été créé par la franc-maçonnerie là, aussi, pour qu'il y ait une guerre civile entre le Nord et le Sud. Mais je pense qu'avec le temps, la franc-maçonnerie a beaucoup perdu de son influence. Aujourd'hui, les choses ne sont pas déterminées par être franc-maçon ou pas. Aujourd'hui, il y a des bons francs-maçons. Puis, il y a un franc-maçon à qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps qui me dit il faut vraiment que tu comprennes qu'il y a deux factions des francs-maçons. Puis il y a une faction qui n'est pas du tout contre le peuple, qui veulent le bienfait de la société. J'ai pas une misère à le moi, je n'ai jamais condamné le groupe une idée, si vous dites des Illuminati. Je n'ai jamais rencontré ça. On entend parler, mais je veux en discuter puis je reste ouvert. Ben oui. Mais tu sais, mais leur but premier des sociétés secrètes, c'est de garder les secrets à l'extérieur des masses pour réaliser des projets ou les garder dans le contrôle au début. Mais tu sais, mettons, si tu regardes la Deuxième Guerre mondiale, il y a des francs-maçons qui s'entretuaient d'un bord et de l'autre. Tu sais, je veux dire... et donc, je pense plus que ça soit le groupe uni comme avant, mais je pense pas... Oui, il y a plein de... Il y a plein de pas fins dans notre société qui sont aussi francs-maçons. Exact. Mais c'est pas parce que tu es franc-maçon que tu es un pas fin. C'est pour ça que je trouve les gens dans notre gang, on ne devrait pas condamner tout de suite tout. Oui, on réévalue tout, on est à la recherche de la vérité, mais il faut juste faire comme ça existe. Mais c'est pas tout le monde, pas tous les médecins, c'est pas tout le système. Il faut juste comme un peu modérer. Puis peut-être dénoncer que oui, ça tourne pas rond, mais comme ça, au moins, on garde un petit... Non, c'est une petite gêne par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord. Je pense que... C'est ça. Je pense que non, c'est pas tout des méchants. Mais au début, il était pas cool. Mon beau-père est mort. Mon ex-beau-père, puis il m'a laissé son porte-clés des francs-maçons. Ah oui, je l'ai laissé sur le bureau. Puis là, j'ai fait une vidéo, j'ai demandé aux gens
Je devrais-tu infiltrer pour aller voir c'est quoi? Avec ton porte-clés. Ouais, c'est ça. Sûrement quand ils vont te voir arriver, ils vont faire Ah! Ah oui, lui! J'ai envoyé la première entrevue pour toi, comme référence. C'est ça. J'ai écrit un texte. Anyways, il reste 3 questions. Ah, c'est pas, ça va bien, c'est le fun. Oui, ça va bien. C'est cool, on a des bonnes questions. À part l'Empire Galactique. Ah oui, Galactic Federation. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai essayé d'aller un petit peu. Ah non, c'est quoi un false flag? Puis c'est où est-ce qu'on a vu les false flags le plus évident dans l'histoire américaine? Ben, OK, un false flag, en français, dans le fond, c'est un faux drapeau. Donc, un false flag, c'est une opération, dans le fond, qui est créée pour faire basculer, c'est une psyop, qui est créée pour faire basculer l'opinion publique d'un bord. Psychological operation. C'est ça. Donc, les États-Unis, pour eux autres... Comme le coronavirus. Oui, c'est ça. Les États-Unis, pour eux autres, c'est super important de toujours rentrer dans une guerre de façon vertueuse, pour les bonnes raisons. OK? Et donc, pour presque toutes leurs entrées dans les guerres, il y a eu des false flags au début. Ils ont créé une opération où ils s'attaquaient eux-mêmes, ils faisaient semblant que c'était l'ennemi, donc on fonce dans le tas. Et donc, c'est arrivé avec la guerre espagnole contre Cuba, avec l'explosion du Maine en 1888, je pense. Mais c'est arrivé aussi, ils ont le paquebot Lusitania qui a été coulé pour faire basculer l'opinion sur la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, c'est Pearl Harbor. Et Pearl Harbor, ça avait été, ils ont créé cet événement-là. Ils ont poussé le Japon à les attaquer, dans le fond, mais ils savaient très bien quand l'attaque aurait lieu et tout. Là. Donc, ça a été un false flag. Il y a eu la baie du Tonkin pour rentrer en guerre pour la guerre du Vietnam aussi. Après ça, on est rendu, l'Irak. La première guerre de l'Irak, le false flag est intéressant. C'est que, je ne sais pas si tu te souviens, l'Irak avait envahi le Koweït. Et d'ailleurs, il y avait eu l'accord pour les États-Unis pour le faire. Hein. Il avait envahi le Koweït et là est arrivée une petite fille qui s'appelle Nassiria. Et elle a été devant le Congrès américain, puis elle était en pleurant, puis elle disait que c'était une infirmière du Koweït. Puis elle disait les méchants soldats irakiens sont rentrés dans les pouponnières, puis ils sont venus renverser les pouponnières, puis ils volaient tous les incubateurs, tout ça. Vraiment. OK? Mais cette fille-là, on ne savait pas à l'époque, mais c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït. Elle n'a jamais été infirmière, puis ça faisait plus qu'un an qu'elle avait été au Koweït. Et en plus, elle avait été coachée par une firme qui s'appelle Hill Norton pour coacher pour jouer son rôle. Là, okay? C'est un faux false flag. C'est là-dessus qu'on a Ils sont rentrés en guerre. Oui, ils sont rentrés en guerre sur cette affaire-là qui est complètement fausse. Mais le plus beau. C'est tout faux, man. Oui, c'est tout faux. Tout est faux. Mais le plus beau false flag, ça reste 9/11. Le plus beau. La mère de tous les false flags. Le top de top. Puis le coronavirus. Coronavirus, c'est un gros false flag. Pas pour une guerre, mais une guerre contre l'humanité. Une guerre virtuelle, une guerre invisible. Oui. Mais 9/11, pour lancer la guerre contre les terroristes. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre. Ah, moi aussi. Vraiment beaucoup de temps. Puis aujourd'hui, j'explique à des amis qui me regardent comme Christine, t'es malade, toi. Malade, tu dis non, tu sais, comme. Non. Puis toutes les vidéos sont délitées de YouTube. Il en reste, je sais pas s'il y en a encore. Non, mais il y en enlève beaucoup. Ils ont enlevé, ils ont censuré. Dès que tu dis 9/11, ton vidéo, puis tu mets deux mots connectés, là, ils délitent, tu sais. Ah non, c'est quelque chose. La censure en ce moment, c'est quelque chose. Il faut voir peut-être changer de réseaux sociaux. Il y en existe beaucoup en passant. BitChute pour YouTube. Il y en existe beaucoup. C'est pas si dur que ça. Non, c'est la même chose. Oui, la seule affaire, c'est qu'il n'y a personne là-bas. Ou tu sais, je veux dire, ceux à qui tu veux parler, ils sont sur Facebook, mettons. C'est juste ça, il faut sauf que tu peux mettre un lien, mettons sur Facebook, je peux mettre un lien de BitChute à la place. Oui. Je le fais pas parce que c'est pratique. Mais s'il commence à déliter mes vidéos, on va aller sur BitChute, on va aller sur les autres library. Mais Jean-Jacques Crèvecoeur s'est fait déliter sa chaîne YouTube. Puis, il a créé sa propre chaîne. Il a été acheter son propre domaine là, et tout. Oui, il a fait son propre site web. C'est ça. Puis ça, ils peuvent pas. Ils peuvent pas le déliter. Les magies de l'Internet, qui est un système décentralisé, c'est que tu peux. T'as pas besoin de demander la permission, ça coûte quasiment rien, tu te fais un site.
ils peuvent pas te l'enlever. Non, Ils peuvent te l'attaquer. Mais une chaîne pour des vidéos, Jean-Jacques m'a dit que c'était pas gratuit. C'était vraiment pas gratuit. Pour loader parce que t'as besoin d'un serveur. Je pense que c'est ça. Puis bon, mais... C'était compliqué. Mais bon, au moins, il a réussi à créer ça. Je comprends. Bravo. Là. Mais j'ai confiance en Trump qui finisse par prendre le contrôle de toutes ces affaires-là. Parce que, on le sait, Facebook, c'est un monopole. Donc, il n'y a aucune raison qu'ils ne prennent pas le contrôle de ça et qu'ils arrêtent toute la censure. Mais je pense qu'ils font un peu attention parce que sur Internet, de partir de Facebook, comme si je ne sais pas si tu souviens de MySpace, c'est facile. Parce que le barrier to entry pour rentrer et créer un site, c'est 10$. De vrai. Fait que, tu sais, oui, on n'a pas l'infrastructure de Facebook, mais on peut facilement. C'est un clic, hein. C'est pas comme créer une industrie pétrolière. Tu sais, fait que, tu sais, il y a quand même. Ils peuvent sortir très rapidement. Donc, selon moi, c'est le check and balance qui donne une vérification à ceux qui sont là. Parce que c'est tellement facile pour nous. 3 fois qu'ils nous font chier, on va sur un autre site. On pourrait les déserter assez rapidement. Moi, mon rêve, en fait, j'avais déjà parlé de ça à du monde de l'informatique, dont mon frère. Puis mon rêve, ça serait de créer quelque chose qui s'appelle Freebook, où il y a des teintes de vert au lieu de bleu. Puis avec que tu as un seul piton à peser et tout ton dossier au complet transféré sur Freebook. Sérieusement, là, et au nom de la saine concurrence, je pense qu'on pourrait. Tu changes 2-3 fonctionnalités pour être sûr que c'est un autre outil. Là. Ça va être tough de les rattraper parce que mais sauf que. Mais ça serait fun. La magie avec la technologie d'information, c'est que plus les gens innovent une affaire par-dessus l'autre, c'est que ça devient facile maintenant d'avoir un programme de reconnaissance faciale parce que ça devient quasiment gratuit. C'est comme. C'est peut-être pas aussi cher que c'était il y a 10 ans. Mettons, j'ai besoin de reconnaissance faciale de mon application. Oups, je paye le panier pour 199 par mois. Je le loue. Fait que pour créer un site web, c'est difficile au début. Maintenant, c'est juste comme 2-3 boutons. Puis pour créer un autre Facebook, ou l'intelligence artificielle qui suit Facebook, ou peu importe, ça devient comme peut-être 10$ par mois, plus tout est déjà prêt pour essayer de créer quelque chose. C'est pour ça que l'innovation de technologie d'information, ça monte toujours de façon exponentielle. Et c'est pour ça qu'on devient de plus en plus avancé technologiquement, parce que c'est juste de l'information, c'est pas des machines. Non, puis c'est sûr que c'est du travail faire ces outils-là, mais c'est sûrement pas impensable. Si on était capable de faire Facebook, on est capable de faire Facebook. Puis c'est sûrement prêt déjà comme plateforme, j'ai juste à l'acheter. Parce que du monde qui travaille depuis 10 ans, j'ai juste à l'acheter peut-être pour 1000$ ou 10 000$. C'est ça. Puis on prend tout leur travail des derniers 15 ans de Facebook, puis si on a la bonne affaire, on les... Je serais prêt. On va payer genre, mettons, 30$ par année pour avoir Facebook sans pub et sans censure. Comme YouTube. Sérieusement? YouTube sans pub. 50$. Ça sortait. 55$. C'est super cool, ça va super bien. J'aime ça le format. Oui, je trouve ça fun aussi. Il me reste. C'est comme un jeu en fait. Je me demande tout le temps avec quoi tu vas arriver. J'ai pas exagéré. Tu peux me poser des questions sur les mammifères. Est-ce que la baleine qui est morte à Montréal est vraiment morte du COVID? Non, elle est pas Ils l'ont dit pourtant! Écoute, premièrement, c'est supposé de vivre dans l'eau salée. Qu'est-ce que ça mange? Ça mange du krill. Il n'y a pas de krill à la hauteur du vieux port. Là. Je veux dire, ils viennent te dire qu'elle avait peut-être le COVID, alors qu'ils se disent peut-être qu'il n'y avait pas assez de plancton. Peut-être. Non, mais j'ai trouvé ça génial comme article. Puis moi, j'en ai entendu parler, il y a des singes qui ont volé les tests de COVID aussi dans la presse. Très possible. Ils les ont volés. C'est peut-être ça, les cellules de sida. C'est peut-être pour ça qu'ils sont faux. Ça doit être ça. C'est carré. Dernière question. S'il y en a qui connaissent la CIA, Sylvain connaît pas mal la CIA, il y a beaucoup de programmes de la CIA qui sont rendus déclassifiés. C'est quoi le programme MK Ultra? MK Ultra, c'était, en fait, ça a été un programme qui ont parti dans les années 50, je me souviens bien, fin des années 50. C'était des tests, des essais psychologiques qui étaient dans la tête. C'était des opérations psychologiques. Et on cherchait, dans le fond, par tous les moyens, à manipuler les gens, à les hypnotiser, à les droguer, pour les amener à faire des choses qui ne marchent pas.
Donc, on dit que d'ailleurs le LSD aurait été inventé carrément par du monde qui travaillait sur MK Ultra, tout ça. Et dans le fond, ils ont fait des opérations des tests tellement dégueulasses, ces gens-là, que quand est venu le temps, il y a eu une commission d'enquête sur la CIA en 1972. Et là, on a commencé à sortir plein de dossiers sur la CIA et tout ça. Ben, Richard Helms, qui était le directeur de la CIA à l'époque, a tout détruit. Il a tout détruit, tous les dossiers de MK Ultra, et, parce qu'il ne voulait pas que ça sorte. Et donc, c'est pour ça qu'à MK Ultra, la plupart des dossiers n'existent plus. Par contre, ce qu'on dit beaucoup par rapport à l'assassinat de Bobby Kennedy en 68 à l'hôtel Ambassador à Los Angeles, Sirhan était, semble-t-il, le tueur. Et Sirhan, contrairement à Lee Harvey Oswald, est encore en prison, est encore vivant en prison. Puis, et lui, il a toujours nié d'avoir fait ça. Et à cette époque-là, ils ont fait des tests d'hypnotisme sur Sirhan. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient l'hypnotiser de même puis le faire parler. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui sont convaincus que Sirhan était et a tiré sur Kennedy le soir, mais que de toute façon, c'est pas lui qui l'a tué. Ça, on le sait. Parce que Sirhan, tous les témoins dans la place l'ont dit, Sirhan était de face, il a tiré Kennedy, puis ce qui a tué Kennedy, la balle est venue en arrière. Okay? Donc, il y avait un gars qui s'appelait César Chavez, qui était un garde du corps ce soir-là, qui n'était pas le garde du corps de Kennedy, tout ça. Je pense qu'il était engagé par l'hôtel. Et c'est César Chavez qui aurait probablement tiré les balles. D'ailleurs, on dit qu'ils ont regardé tous les impacts de balles, puis les témoins qui ont entendu les coups de feu, ils se font entendre à peu près tout pour dire qu'il y a eu 8 coups de feu dans la chose, puis Sirhan, son gars, avait 6 balles dedans. Donc, dans le même ordre d'idée, qui a tué, c'est pas la personne, peut-être qui a tué John Lennon et Lady Diana? C'est-tu les forces? Probablement. Ben, John Lennon, il y avait, écoute, je me souviens plus là, exactement, c'est Mark Chapman, je pense qu'il avait tué. Je ne sais pas le nom, aucunement, mais je pense que c'est Mark Chapman. Moi, je suis curieux de voir si c'est la CIA, tu penses? Est-ce que c'est... C'est possible que ça soit ça, mais en même temps, là, John Lennon n'était pas très dangereux, il faisait rien. Ben oui, il parlait contre l'establishment, mais beaucoup. Je veux dire, oui. Beaucoup de puissance. Ouais, mais... Il pouvait rallier les gens. Ouais, mais il n'était pas si activiste que ça. Peut-être, écoute, c'est possible. Mais je sais qu'au niveau des enquêtes, puis au niveau des allégeances, entre autres, de Chapman avec... Peut-être tu parles de lui? Ouais, mais il y avait un des Bush, je pense que c'est le fils de George Bush, qui était quand même ami avec le frère de Chapman qui aurait tué. Et donc, puis George Bush, en 80, était le directeur de la CIA, avant de devenir vice-président sous Reagan, était directeur de la CIA à la fin des années 70. Donc, regarde, c'est possible. Mais c'était qui l'autre? Puis Lady Diana, Lady Diana, famille royale. Oui. Ça, moi, je pense qu'elle a découvert ce qui se passait vraiment. Oui, puis elle était outrée, puis on dit on s'en débarrasse. Elle était enceinte. On s'en débarrasse. Elle était enceinte de son chum. Okay. Et je pense que la famille royale ne voulait pas de ce scandale-là, ne voulait pas avoir été mis de côté, puis que Lady Di se retape à avoir des enfants avec quelqu'un d'autre qui est une espèce de prince. Un riche. Ouais. Non, moi d'après moi, c'est ça. Ils l'ont trucidé, la famille royale s'en débarrasse. Dernière question, promis. C'est quoi le programme de la CIA qui s'occupe de contrôler les masses par les médias et les films? As-tu le nom de ce programme-là? Je sais pas si c'est un programme, mais c'est un méchant gros département. Ouais, gros, je vais trouver le nom. Ben, c'est un psyop, là, je veux dire, mais clairement, je veux dire... Le technicien, on peut savoir le nom? Camério. Non, mais la CIA est infiltrée et le CFR sont infiltrés partout à l'intérieur de toutes les salles de nouvelles, des journaux principaux, de la BBC, ils sont partout. Et oui, c'est eux autres qui contrôlent. C'est une opération... constante. C'est une opération... Ils ont réalisé que ça marchait. Ils en ont fait un programme immense à la CIA. Dans les films, les médias
et tout le reste. Puis je suis persuadé aussi que principalement les fils de nouvelles comme Reuters ou l'AFP, c'est dicté par eux autres. Je veux dire, ces articles-là ne sont pas signés, c'est des articles de Reuters ou de l'AFP, mais ils écrivent la bullshit qu'ils veulent, puis ils envoient ça à travers les fils de presse. Donc, moi, je suis au Journal à Montréal, je vois, il y a une nouvelle intéressante sur un ours polaire, qui est en train de mourir sur une calotte glaciaire. On va l'écrire, on va la réécrire, je vais la signer, puis c'est ça. Donc, c'est comme une transmission d'ordre. C'est comme sur les bateaux, là, quand on dit on va plus vite, on va plus lentement, ben, les fils de presse, c'est ça. C'est fou comment les gens donnent encore aujourd'hui autant de crédibilité à nos médias et même au résumé historique dans les films. Quand on sait que c'est vraiment des opérations pour contrôler la pensée des masses. Puis, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est dangereux. Mais peut-être qu'ils vont réaliser un petit peu là, avec ce qui s'est passé avec le corona. Parce que, tu sais, je veux dire, on est capable de tuer l'économie, pousser les gens à la dépression, au suicide. Personne n'est mort. Alors que pour le rhume, c'est un fucking rhume. Et il n'y a pas plus de morts que d'habitude nulle part sur la planète. Oui, il y en a moins. La plupart, après le CDC. Il y a plein de pays, là, c'est en dessous, là, sont dans une sous-mortalité. Puis les médias ont juste à dire n'importe quoi et les gens croient. Ça fait que moi, je te dirais qu'à partir du moment où on va régler le cas des médias, on va régler la plupart de nos problèmes. Dans le fond, je pense que le virus, dans cet aspect-là, est une bénédiction. Ah, absolument, absolument. C'est une bénédiction. Déjà que le domino s'en est même, il va tomber là, avec ça. C'est ça. Donc, on va s'en sortir. C'était cool, hein? Sylvain Laforêt, qui habite à pied, peut-être à 5 minutes de chez moi. Je suis dans l'auto, mais ça se fait à pied. Merci beaucoup pour la deuxième entrevue. J'apprécie beaucoup. Merci pour ton temps. J'apprécie beaucoup. Puis, je maintiens encore mon point. Je vais continuer à le maintenir. Je pense que tu es un des gars qui connaît la géopolitique mondiale plus que n'importe qui d'autre. Quand j'en ai rencontré un, moi je le dirais. J'ai entendu parler d'une idée qui serait intéressante. Il voulait faire un débat avec les médias traditionnels, justement. Puis là, on parlait de quelqu'un qui a mentionné, ce serait fun, Sylvain et Alexis contre la bunch. Ça serait fun, ça. Ils sont pas capables parce que... Ils veulent pas. Ils veulent pas, puis... Les autres, ils mentent. Les autres, on ment pas. Ils sont pas intéressés. Oui, c'est ça. Ils s'en foutent. Non. Ouais, non, c'est ça. Les autres sont contents. Ils sont pas intéressés à la vraie histoire, la vraie information. Ils préfèrent mentir, puis taire tout le monde, puis dire qu'on dit n'importe quoi. Et vivre grassement de ça. Mais maudit que j'aurais la misère à dormir le soir. La conscience, ça serait impossible. Surtout les chefs d'antenne, là, Steve. Pierre Bruno. What the fuck, man? Je sais même pas comment il fait pour dormir. Sérieux, là, tu sais, comme. Puis tous les gens qui travaillent en arrière, là, Steve, man, faites quoi, là? Honnêtement, là. Ça serait le fun de juste savoir s'ils ont tous besoin de somnifères pour dormir. Sérieusement, là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait tout ce monde-là besoin de somnifères pour dormir. On va demander à leur pharmacien. Il y en a un qui est parti, le Salut Bonjour, là. Lui, il Salut Bonjour, là. Ah oui? Il dit, j'ai besoin d'un break. Il était tanné, là. Besoin d'un break, là. Ben, Ron Fournier, là, parce que, je veux dire, même dans les sports, en ce moment, on joue de la bullshit du Corona. Là. Ça fait que Ron Fournier a décidé de prendre sa retraite là. Moi, là, ça ne m'étonnerait pas que ça soit lié à ça. Là. On en s'est entendu, là, tu sais. C'est ça. C'est ça. C'est qu'elle mentir à un moment donné. Merci beaucoup, Sylvain. J'apprécie beaucoup. Vraiment le fun. Merci pour tout. C'est vraiment le fun. Puis merci pour ton implication et ton activisme. Moi, j'ai appelé Sylvain, que j'avais vu en vidéo. Oui, il fait 3 mois. Puis là, il est occupé, là, il n'arrête pas. C'est ça. Puis merci à tout le monde aussi du soutien. C'est vraiment cool. Il y a beaucoup de monde qui me suit à ce temps. Je reçois beaucoup de compliments. Plus que les livres, il y a beaucoup de livres à vendre, des livres digitales, des livres physiques. Oui, puis il y en a qui en achètent. Parfait. C'est super. Bravo. On va prendre notre bière. On va prendre notre bière. Merci beaucoup, Sylvain. Super. Ciao. Merci tout le monde. Merci. On va continuer avec les entrevues et tout. Salut, à la prochaine.